Bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous vous trouvez, parce que vous suivez les programmes du groupe Futurs Médias partout dans le monde. Nous sommes à Ziguinchor. GFM est à Ziguinchor pour aujourd'hui parler de la Casamance. Nous sommes sur ce plateau de la TFM et du groupe Futurs Médias avec M. Robert Sagnan, qui est secrétaire général du RSD, Rassemblement pour le socialisme et la démocratie Taku Ligue au Sénégal, et président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Monsieur Sagnan, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Diop. Nous sommes aussi avec monsieur Doudouka, directeur général du FONGIP, le Fonds de garantie pour les investissements prioritaires. Monsieur K, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous sommes aussi avec monsieur Ibrahim Gassama, journaliste, directeur de la radio Zig FM Ziguinchor. Monsieur Gassama, bonsoir. Bonsoir Alassane. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, la Casamance se préoccupe beaucoup les Sénégalais. Depuis plus de 35 ans, ce conflit dure. On parle beaucoup de la Casamance. On demande des fois par quel bout prendre cette question, parce qu'on en a tellement parlé aujourd'hui qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire encore de la crise casamançaise. Monsieur Robert Sagnan, la Casamance est dans le Sénégal et le Sénégal souhaite la paix en Casamance. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie pour arriver un peu à régler la question de la paix. En quoi l'économie peut-elle aider à résoudre cette question de la paix en Casamance? Merci beaucoup, monsieur Diop. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir convié à cette rencontre. Remercier aussi les spectateurs et tous ceux qui nous regardent pour l'intérêt qu'ils portent et que nous portons tous au Sénégal d'une manière générale, à la Casamance d'une manière particulière. Vous évoquez le problème de la Casamance, notamment la paix chez nous. Et la paix, c'est quelque chose de très important. Vous vous interrogez de savoir en quoi le développement peut contribuer à la paix. Je vais simplement paraphraser le pape Jean-Paul II qui disait que le développement, c'est l'autre nom de la paix. Par conséquent, on ne peut pas réussir la paix en mettant de côté le développement. Quand je parle de développement, c'est d'une manière générale tout ce qui peut contribuer au bien-être des populations et tout ce qui peut améliorer leurs conditions de vie. Par conséquent, ça participe aussi de l'effort de paix. C'est en cela que le développement est important et peut contribuer, n'est-ce pas? Ce n'est pas la seule voie par laquelle on peut arriver à la paix, mais il peut contribuer d'une manière efficace à ce développement, contribuer d'une manière efficace à cette paix, je veux dire, ici en Casamance. Monsieur Doudouka, vous gérez ce qu'on appelle le fonds d'investissement prioritaire, de garantie d'investissement prioritaire. En quoi ce fonds GIP peut-il participer à la paix en Casamance? Merci, M. Alassane Samba Diop, de m'avoir invité et convié à cette rencontre. Je voudrais également saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent actuellement partout dans le monde. Saluer également tous mes amis et parents de la Casamance qui nous suivent partout où ils se trouvent dans le monde. Vous avez raison, le développement est une option majeure prise par le gouvernement du Sénégal comme action pour régler le conflit, puisque le conflit, comme vous le savez, a plusieurs facettes. Les causes du conflit et le gouvernement du Sénégal et le président Macky Sall, dans sa vision d'un Sénégal émergent, a mis l'accent sur le développement de la Casamance et a mis, je le disais il y a quelque temps quand le président Macky Sall était en Casamance, que c'est pour la première fois, en tout cas moi, jeune Casamancé de 40 ans, qui a vécu pratiquement toute sa jeunesse dans cette ni guerre ou bien sans paix. Aujourd'hui, je constate qu'un président du Sénégal a mis la Casamance au cœur de son projet de développement. Donc c'est important, nous y reviendrons plus tard, mais je pense que c'est un des facteurs qui permettrait d'arriver, à mon sens, à la paix, puisque ça permettrait de relever beaucoup de défis, en tout cas de défis majeurs concernant M.
mon oncle Robert Sagna, que je salue au passage pour sa présence ici également et pour son action pour la Casamance. Moi, j'ai eu la chance qu'il m'ait été présenté quand je voulais faire la politique en Casamance par mon père. Et M. Ibrahima Gassama, mon ami, qui est également là et qui a beaucoup œuvré pour la paix en Casamance. Donc c'est ça que je voulais dire. Merci. Ibrahima Gassama, 35 ans de conflit. Est-ce que vous estimez qu'on a fait tout ce qu'on devait faire sur le plan économique pour faire démarrer l'économie en Casamance? Non, moi je pense qu'avant, vous me permettrez de vous remercier de m'avoir convié à ce plateau, Alassane, et encourager et féliciter également le groupe Futur Média qui a pris l'initiative de décentraliser ces émissions et programmes en Casamance. Je pense que ça participe à la visibilité de cette région et de venir à la source avoir les bonnes informations parce qu'on souffre aussi de ce déficit d'informations sur cette région. Et saluer également ceux avec qui je partage ce plateau de télévision, M. Robert Sagna et M. Doudouka. C'est vrai, les actions économiques sont de plus en plus agitées par les autorités centrales, mais je l'ai dit dans d'autres circonstances, c'est peut-être une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est un impératif, parce que la région de Ziguinchor à côté de celle de Sédhiou, de Kolda et dans la périphérie sud avec la région de Kédougou et de Tambacounda, font partie, malgré leur potentiel très riche, des régions les plus pauvres aujourd'hui du Sénégal. Et je pense que ces régions ont longtemps réclamé justement plus d'équité, plus d'équilibre dans le partage des ressources du pays. Et ce sont des régions qui ont longtemps souffert également de leur position géographique, de leur enclavement. Donc penser apporter des réponses économiques à ces souffrances de ces populations, moi je pense que c'est un impératif parce que comme on l'a dit, la paix c'est aussi un bien-être social, que les populations puissent voyager tranquillement sur de bonnes routes et en peu de temps, que l'éducation soit également accessible à tous les enfants sans distinction d'ethnie ni de région et que ces réponses, moi, à mon avis, vont soulager au contraire ces populations qui ont longtemps pleuré devant les difficultés. Maintenant, est-ce que c'est une réponse, une option définitive par rapport à ce qui se passe en Casamance depuis 35 ans? Je pense non, nous y reviendrons parce que je pense que le soubassement de ce problème, c'est d'abord politique. À côté de ces actions, je pense qu'il y a d'autres solutions politiques qu'il faut avoir le courage aussi d'aborder. Comme je le dis, de crever l'abcès si vraiment on veut sortir de cette situation d'impasse qui dure depuis plusieurs décennies à la fin. Monsieur Robert Sagna, pourquoi depuis les indépendances, depuis 35 ans, la Casamance souffre de son sous-développement? Qu'est-ce qui l'explique? Est-ce que ce sont les différents régimes qui n'ont pas su faire ce qu'ils devaient faire pour la Casamance et pour les régions de Tambacounda, les régions de Kédougou, qui sont considérées aujourd'hui comme étant l'une des régions les plus pauvres au Sénégal? Oui, il faut reconnaître que parmi les causes de ce conflit, on peut évoquer plusieurs choses. D'abord, elles sont géographiques. La Casamance est coupée du reste du Sénégal par notre République sœur de Gambie. Et souvent, vous entendez des Casamancés qui disent « on va au Sénégal ». Et c'est perçu aussi par les autres Sénégalais comme un peu une région à part. Ce qui pose un problème, donc c'est ce problème géographique de l'enclavement de la Casamance, du fait qu'on doit traverser un pays étranger pour aller à une autre région appartenant au Sénégal, pose problème. Donc géographiquement, il y a ce problème. Donc économiquement, entre autres, il y a ce problème de l'enclavement de la Casamance. Accéder ici, ce n'est pas une mince affaire. Vous l'avez expérimenté plusieurs fois. Et ce problème de l'enclavement est posé comme un problème majeur et qui, bien sûr, du fait de cet enclavement, entraîne un certain nombre de choses, notamment des comportements, par ignorance du fait que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que la Casamance. Et les Casamancés ne connaissent pas toujours le Nord Sénégal. Il y a des problèmes culturels. Et moi, j'ai écrit quelque part dans le journal Horizon il y a une quinzaine d'années pour dire, si on regarde bien
le problème culturel est un facteur essentiel et parmi les causes, n'est-ce pas, de cette crise que nous connaissons, il y a cet aspect culturel, des différences culturelles par ignorance, mais aussi, vous savez, la discrimination, c'est aussi une forme d'ignorance, fondamentalement. On ne connaît pas l'autre, on l'ignore et on a tendance à le rejeter. Mais pourquoi depuis 35 ans que ce conflit dure, on n'a pas senti cette volonté de désenclaver la Casamance par les régimes, les différents régimes, les socialistes jusqu'aux libéraux, jusqu'aujourd'hui avec le président Macky Sall. On a vu qu'on a quand même parlé de Batou Aline-Sitoé Diatta, de Guéné Diabogne. Mais est-ce que cela suffit à désenclaver la Casamance? Parce que souvent, certains, s'ils veulent passer par la route, c'est la croix et la bannière. Oui, j'évoquais simplement les causes qui peuvent justifier expliquer cette crise. Maintenant, il est bien évident, pour ne pas être trop long, que des solutions ont été envisagées, des solutions depuis le temps que vous évoquez, depuis l'indépendance d'ailleurs. Des efforts ont été entrepris pour régler ces questions-là. Le problème du désenclavement a été pris à bras-le-corps par tous les régimes qui ont été mis en place. Aujourd'hui, nous assistons à des efforts extrêmement importants de la part du régime en place et les mesures que le président Macky Sall a annoncées pour la Casamance montrent bien la voie. Et je pense que les Casamançais ont bien apprécié cela. Nous avons d'ailleurs dans une dizaine de jours une grande rencontre ici pour justement analyser, apprécier toutes ces mesures du président Macky Sall. Et je dis encore une fois, c'est tout un processus. Mais quand même, on doit noter un effort conséquent, plus fort, observé par la Casamance, que le régime actuel est en train de prendre pour régler notamment ce problème du désenclavement, qui n'est pas le seul, et également les autres problèmes économiques, notamment les problèmes de tourisme, etc., etc. Par conséquent, encore une fois, il y a tout un processus. Après analyse de la réalité de la situation en Casamance, tout un processus dans le développement qui est en cours pour régler au fur et à mesure ces problèmes à la fois géographiques. Le pont sur la Gambie va certainement être réalisé bientôt. Les problèmes culturels, l'intégration se fait de plus en plus. La connaissance entre le nord et le sud s'accentue. Et etc. Problèmes économiques dont a parlé tout à l'heure mon ami M. K. Je pense que tout ça nécessite du temps. Mais encore une fois, nous saluons un effort aussi particulier que ce qui a été annoncé par le chef de l'État et nous appuyons fortement ces initiatives. Mais M. Doudouga, ce qui frappe les visiteurs qui viennent dans la région de Casamance, c'est les potentialités énormes qu'a cette région sur tous les plans, touristique, culturel, économique, agricultural. Mais on se demande pourquoi les gens vivent dans une sorte de pauvreté ici. Est-ce que le FONGIP aujourd'hui a un projet précis pour justement aider ces jeunes qui cherchent du travail, qui ont le droit à avoir du travail? Merci. Vous l'avez dit, il n'est pas normal que la Casamance, le Ziguinchor occupe son rang en termes de pauvreté, juste devant Kédougou et Tamba. Je pense que pendant longtemps, les régimes passés ont fait des efforts, mais c'est souvent des intentions. Je le rappelais tantôt, je disais moi en tant que jeune, c'est la première fois que je constate et je réalise, je vois qu'un régime met la Casamance au cœur de son développement. Et je m'explique. Aujourd'hui, le président Macky Sall a mis en place un plan pour l'émergence du Sénégal. Plan Sénégal émergent. Comme vous le savez, ce plan Sénégal émergent est décliné en 3 axes majeurs. Le premier axe qui est la transformation structurelle de l'économie et la croissance est une réponse concrète à la crise et même au sous-développement de la Casamance. Et c'est une réponse qui est actuellement en train d'être mise en œuvre en Casamance. Par monsieur Robert Sagna le disait tantôt, par le désenclavement de la Casamance, mais désenclavement pas en intention, désenclavement effectif de la Casamance. En renforçant la flotte maritime avec 3 navires, en désenclavant
en tout cas le trafic aérien avec aujourd'hui 2 compagnies aériennes en programmant et en réalisant d'importants infrastructures, projets routiers pour désenclaver la Casamance, notamment le pont de la Gambie et la voie de contournement. Mais également par un transport interurbain entre les différentes zones de la Casamance. Mais ça, c'est un seul volet de cet axe 1 de transformation structurelle de l'économie. Vous le savez, le président Macky Sall vient de positionner la Casamance comme zone spéciale touristique avec d'importantes mesures fiscales pour aider les entreprises touristiques à se développer et pour attirer les investissements privés étrangers. Parce que, comme vous le disiez, parmi les potentialités majeures, en dehors de l'agriculture, le tourisme est une des potentialités majeures de la Casamance. Et c'est pour la première fois, je dis bien pour la première fois, qu'un régime a mis en place, dispose de cette Casamance, de cette incitation fiscale pour développer. Sur l'accès au financement, ce qui était un élément aussi fondamental pour les groupements de femmes, les jeunes et les entreprises casamançaises qui se sentaient exclus du système de financement global, du système de financement national. Aujourd'hui, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, avec une première année d'exercice, a déjà investi plus de 600 000 millions de francs en Casamance et on est en train de développer des projets majeurs touristiques au Cap Skirring avec la réhabilitation d'hôtels pour améliorer l'offre, agro-industriel à Ziguinchor avec les transformations des fruits et légumes et industriel également à Kolda avec une rizerie qui est actuellement en train d'être mise en place puisque l'Anambé fait partie également des pôles de développement agricole pour permettre l'autosuffisance en riz. Également, nous avons vu le PRODAC qui est un important projet. Aujourd'hui, sa zone pilote est Sédhiou, donc la Casamance, sans compter les autres projets en cours. Donc je voudrais dire simplement que sur cet axe 1 de la transformation de la transformation structurelle de l'économie et la croissance, des éléments, des instruments structurels, je dis bien, des projets majeurs sont actuellement en train d'être mis en place. Sans oublier le PPDC de 20 milliards d'investissements tout de suite avec un programme triennal de 200 milliards de 2015 à 2017 déjà voté. Mais de façon concrète, est-ce que les populations ont senti cela? Parce que souvent, les politiques font des discours, font des promesses. Les gens attendent des résultats concrets dans une région où tout est prioritaire. Est-ce qu'effectivement cet argent annoncé est sur place, il est financé, les projets ont démarré, les jeunes ont commencé à travailler? Je disais bien, c'est la première fois que je ne parle pas de projets. Je parle de projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Les 600 millions du FONGIP, ce n'est pas des projets. C'est des groupements de femmes, c'est des entreprises casamançaises qui travaillent dans quel secteur? Qui travaillent dans le secteur, je disais, de l'hôtellerie, de la transformation de fruits et légumes, de la transformation d'anacarde et également dans le transport. Mais le FONGIP n'est pas le seul instrument que le gouvernement a mis en place. Le PRODAC, vous avez vu quand le président était venu, avec des domaines qui sont en train d'être, en tout cas, aménagés et exploités à Sédhiou. Donc ce n'est pas des projets. Aujourd'hui, il y a des bus en Casamance, à Ziguinchor. Pour la première fois, il y a un transport interurbain à Ziguinchor qui dessert toutes les localités de la ville de Ziguinchor. Le transport maritime Dakar-Ziguinchor, avec 5 000 francs, vous allez à Dakar, ce n'est pas un projet, c'est réel, c'est réalisé. Mais en dehors de cela, l'axe 2 du PSE, parce que je me suis arrêté seulement à l'axe 1, l'axe 2 du PSE, capital humain, protection sociale et développement durable. Le gouvernement a mis en place un ensemble de politiques publiques, comme la bourse de sécurité familiale, comme la couverture maladie universelle, un important programme de réhabilitation des infrastructures de santé, avec l'hôpital de la Paix qui fonctionne aujourd'hui.
avec des bourses de sécurité familiale, avec un nombre important de foyers casamançais qui disposent de cette protection sociale de l'État, notamment pour les enfants. Ce n'est pas des projets, c'est des réalisations. Et enfin, on le disait, M. Robert Sagna le disait tantôt, le troisième axe qui est la paix et la sécurité. Ibrahima Gassama, vous êtes sur le terrain, vous êtes connaisseur de ce qui se passe réellement sur le terrain. Est-ce que tous ces projets annoncés, vous sentez qu'ils sont là, effectifs, fonctionnels? J'ai pas l'impression, et ça je le dis parce que, vous l'avez dit, je suis en contact avec les populations à travers le travail que je fais, et tous les jours on a l'impression que rien n'a été fait. C'est vrai qu'il y a des annonces de choses qui ont été ici injectées par l'État, mais le Ziguinchorois lambda vous dira qu'il n'est pas encore sorti de ces difficultés quotidiennes. On parle souvent de problèmes que rencontrent les populations. Je ne sais pas si vous avez fait un tour dans la ville. Nous sommes pendant la période de commercialisation de l'anacarde. Vous voyez des femmes qui passent toute la journée sous le chaud soleil, sous cette canicule, à remplir des sacs de noix d'anacarde moyennant 75 francs ou 100 francs. Cela veut dire que quand même ces femmes n'ont pas accès à ces financements. Si ces financements existent, moi je voudrais qu'on me dise un peu à qui on les a octroyés, parce qu'on n'a pas l'impression que ça a sorti un peu les femmes particulièrement de leurs difficultés, parce que tous les jours on les entend et on les voit sur le terrain à la recherche de petits emplois, parce qu'elles sont aujourd'hui mises au devant de la situation, parce que la plupart d'entre ces femmes sont par la force des choses chefs de famille, parce que le père soit il a disparu dans le conflit, ou bien il a été en tout cas déporté ailleurs, réfugié dans d'autres localités, et c'est des difficultés qui sont là. La seule industrie pourvoyeuse d'emplois, c'était la Suneor, l'ancienne Sonacos. Et aujourd'hui également, cette industrie n'octroie plus d'emplois suffisamment aux jeunes. Et les jeunes vous le diront, je parle sous leur contrôle. Donc c'est vrai qu'il y a des projets, programmes, comme M. Ka l'a dit, mais peut-être que c'est aussi à cause de l'ampleur de la situation qui fait que tout ce qui est injecté, on ne sent pas que ça comble un peu le gap. Mais pour dire vrai, Ziguinchor aussi ne s'arrête pas dans la commune. Quand vous allez dans le monde rural, ce sont des difficultés. Il y en a qui ne prennent qu'un repas jour, qui n'ont pas accès aux soins. S'il existe des infrastructures sanitaires, soit le personnel n'est pas en place, ou encore il n'y a pas d'équipement ni de médicaments. Donc c'est la croix et la bannière pour ces populations pour accéder à ces soins. L'éducation, c'est un secret de polichinelle. Ziguinchor fait partie peut-être des régions qui comptent le plus d'abris provisoires. Malgré tout ce qu'on dit en termes d'infrastructures scolaires dans l'éducation, mais quand vous allez dans certaines zones, il n'y a même pas d'école. Allez vers la frontière gambienne, les écoles gambiennes sont mieux loties, et certains parents n'hésitent même pas à traverser pour aller inscrire leurs enfants dans les écoles gambiennes. Donc cela veut dire qu'à côté de ces annonces, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à réorienter pour que quand même les choses soient beaucoup plus équilibrées, et que tous se sentent concernés par ces efforts annoncés tantôt venant de l'État. Oui, Monsieur Robert Sagna, c'est la question que beaucoup se posent. On annonce des milliards pour des régions, dont la Casamance, mais souvent l'effectivité de la mise en œuvre de ces mesures pose problème ou bien prend un grand retard. Il n'y a souvent pas de suivi, ou bien si l'argent est injecté, il ne va pas là où il doit aller souvent pour le faire. Souvent il y a des goulots d'étranglement par rapport à la mise en place concrète de l'argent mis en place. Pourquoi cela se passe comme ça? Oui, il faut bien... moi, j'ai eu cette chance d'avoir été ministre. Les gens sont souvent pressés. Parce que tout est prioritaire. Oui, tout est prioritaire, précisément. Et les gens sont toujours pressés. Il faut du temps. L'Europe ne s'est pas faite en 2 ans, en 10 ans, en 20 ans, même pas en 100 ans. Nous avons été indépendants seulement depuis 1960. Mais dans cette zone qui réclame de la paix, tout à fait. C'est une urgence nationale. Je dis tout est urgent. Et il se trouve que même si la Casamance a un potentiel, comme le rappelle tout à l'heure Gassama, qu'il faut du temps pour mettre en valeur, pour fructifier tout ce potentiel.
Si vous faites le bilan de ce qui a été fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous verrez quand même, je ne fais pas l'apologie ou les louanges de ce que fait le gouvernement. Je constate de mon expérience que quand même beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et je rappelle que malgré les difficultés en Casamance, la Casamance, Ziguinchor, c'est le taux de scolarisation le plus élevé du pays. Nous sommes devant Dakar en matière de taux de scolarisation. C'est vrai que le secteur privé, notamment l'enseignement privé catholique, a joué un rôle fondamental depuis les années 48. C'est surtout lui qui a essaimé les écoles dans les différentes... Et les abris provisoires dans certaines localités de la Casamance. Non, mais je veux dire, les résultats sont là. C'est lui qui a quand même essaimé dans tous les villages, si bien que dans tous les villages, on parle français, pour donner un exemple. Pour dire que dans ce domaine précis, des progrès ont été faits. Pour le reste, ce qui est important, c'est de bien définir les objectifs et les priorités, dont vient de parler tout à l'heure mon ami K. Maintenant, il faut comprendre que c'est tout un processus qui prend du temps. Moi, je ne suis pas de l'AFP, de l'APR, je veux dire. Mais quand même, je suis de la mouvance présidentielle. Parce que le RSD-TDS fait partie du Benno Bokk Yakaar. Nous prenons en compte et nous assimilons, nous nous intégrons dans ce qui se fait. Ce que je constate aujourd'hui, c'est quand même qu'on a bien défini, on a bien cerné les difficultés de la Casamance. Et le président Macky Sall, il faut le reconnaître, a pris des mesures courageuses, énergiques pour régler ces problèmes-là. Les moyens ont été mis. Et ce qui est à remarquer, c'est qu'il y a des réalisations qui ont commencé. Laquelle? On a dit que la priorité, c'est le désenclavement. On a 3 bateaux déjà qui sont sur place. La RN6 est en train d'être construite, la route qui va de Ziguinchor jusqu'à Tamba. Mais les bateaux qui avaient été initiés quand même par l'ancien régime qui était là, oui, qui commandait ces bateaux, mais aussi la continuité de l'État. C'est important de le préciser. L'État, c'est une continuité. Je disais que j'étais dans le gouvernement. Il y a des choses que nous avons faites du temps de Diouf. Il y a des choses qui ont été faites par le président sortant, avant Macky Sall, le président Wade. Et l'actuel président est en train de poursuivre ce processus. Mais Macky n'est au pouvoir que depuis 2 ans. Attendons. 2 ans, c'est rien du tout en matière de développement économique et social. Moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître, nous avons bien cerné les problèmes de la Casamance. Les priorités ont été bien définies et la volonté politique est là. Mais il faut reconnaître aussi la population doit s'approprier ces objectifs de développement. Mais justement, est-ce qu'elle est impliquée dans ces priorités-là? On leur demande leur avis avant de définir des priorités pour elle. Demander leur avis, pas toujours, mais le problème c'est de savoir si elles accèdent aux décisions et aux propositions de développement qui leur sont faites. Est-ce que c'est réel ça? Moi je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne en Casamance qui n'ait éprouvé le programme qui leur est proposé par l'actuel régime. Maintenant, il y a une entrave majeure. Laquelle? C'est la paix. Nous n'avons pas la paix. La paix est un obstacle majeur pour mettre en place de manière efficiente et efficace toutes les mesures envisagées. Mais je pense qu'on a bien cerné les problèmes de développement de la Casamance. Ce qu'il faut dire, c'est peut-être pas au niveau du potentiel de la Casamance. Comme il le rappelle tout à l'heure, les gens sont parfois frustrés parce qu'ils se disent, avec tout le potentiel, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus. Mais encore une fois, le développement ne se fait pas en un jour. Le Macky vient d'arriver à peine. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Et surtout, il faut que la Casamance s'approprie son propre développement. On ne peut pas tout attendre de l'État. Et il faut que les gens, les Casamancés en premier, soient conscients pour comprendre que notre entrave majeure aujourd'hui, c'est la paix. Si nous avons la paix, ça facilite ce développement. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'affaire de ceux qui ont les armes. La paix, c'est aussi l'affaire de toute la population. Et je crois, aujourd'hui, je peux le dire, et M. Gassama, qui fait partie de mon groupe de réflexion pour la paix en Casamance, on peut aujourd'hui reconnaître que la population s'est appropriée cette nécessité, je crois, d'aller à la paix.
je crois que les choses quand même vont se tasser, vont se calmer et je prie Est-ce que pour que justement, dans les meilleurs délais, nous puissions avoir cette paix qui permettra, je crois, de mettre en place tous ces projets et de les exécuter. Et malgré tout, il y a quand même, je pense, des programmes qui sont en cours, comme l'a rappelé tout à l'heure M. K. Il a cité un certain nombre de programmes qui sont quand même en cours, mais il faut comprendre les gens sont pressés. mais justement, est-ce que la contrainte majeure, M. K, c'est pas qu'il est très difficile de faire le développement sans avoir en même temps la paix qui est là pour faire avancer les projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce que ce n'est pas la contrainte majeure que vous avez aujourd'hui de faire des réalisations dans des zones où peut-être vous ne pouvez pas avoir la quiétude de les faire? Oui, vous avez raison. Et c'est pour relativiser un peu le pessimisme de mon ami un peu Gassama. Je pense qu'il faut y croire. Et il y a de bonnes raisons d'y croire à ce développement de la Casamance et à la paix. Je pense que je ne vais pas revenir sur les éléments dont M. Robert Sagna a parlé, relaté tout à l'heure, qui sont des éléments concrets. Ce n'est pas des projets. Et je voudrais un peu que mon ami reconnaisse qu'il y a un certain nombre de réalisations. Au bout de 2 années d'exercice de pouvoir, il y a déjà quand vous demandez aux Ziguinchorois, aux Casamance, je lui donne un exemple, à la plus grande pratiquement industrie, entreprise d'aviculture en Casamance, qui est Cepas Diembéring, quand vous les interrogez, vous leur demandez si l'action du gouvernement a eu un effet pendant ces 2 ans, ils vont vous dire, parce qu'ils n'ont pas pu avoir levé 1 franc de financement depuis un certain nombre d'années, depuis pratiquement 10 ans, et avec l'action du FONGIP, avec la garantie du FONGIP, les banques ont commencé à leur faire confiance. Mais les femmes qui travaillent dans les anacards, les femmes, qui n'arrivent pas à les exploiter, à les transformer, 25 francs par... J'en viens. La demande est forte. La demande est importante. Il n'y a pas de transformation sur place. La demande est importante. Aujourd'hui, quand on voit les sollicitations de financement, le fonds de garantie des investissements prioritaires, pour donner cet exemple-là, nous avons reçu pratiquement 182 milliards de demandes de financement. Vous avez financé combien de projets concrètement? Partout au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons un budget de 15 milliards. Dans ces 15 milliards, à la première année, nous avons pu mobiliser pratiquement 1,2 milliard en Casamance, dans les premières 5 milliards qui ont été financés la première année. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Casamance a eu 20% de financement d'une enveloppe globale destinée à financer le Sénégal. Donc ça, c'est une réalisation concrète. C'est un positionnement de la Casamance. Donc maintenant, je suis d'accord avec lui que les demandes sont encore importantes, qu'il faut les satisfaire. C'est dans ce cadre-là qu'un plan de développement, en tout cas du Fonds de garantie des investissements prioritaires et des autres instruments financiers de l'État. Vous avez vu que la BNDE va ouvrir son agence bientôt. Le Fonds 6, qui est le Fonds stratégique d'investissement, est en train d'identifier un certain nombre d'industries, comme vous l'avez dit, à Sonacos, des industries pour renforcer leur capital, afin de pouvoir lever assez de financement. Les femmes transformatrices d'anacards. Quelles sont les chances de concrétiser ces projets dans une situation de ni paix, de ni guerre, une accalmie de temps en temps, des escarmouches? Est-ce que les investisseurs vont mettre l'argent dans une situation où ils ne sont pas très rassurés? Ça, c'est les limites. Et je pense que ce sont ces limites objectives qui ont fait que le gouvernement du Sénégal a mis en place des instruments de garantie et de sécurité à ses investisseurs. Puisque le fonds de garantie donne en tout cas cette sécurité et cette confiance à ces investisseurs qui viendront financer. Mais pour rejoindre un peu mon oncle Robert Sagna, pour rassurer que c'est un processus. Quand une étude en 2010 avait décelé les contraintes de financement des petites et moyennes entreprises partout au Sénégal, surtout en Casamance, 2 contraintes majeures sont sorties. C'est d'abord l'absence de garantie, mais aussi l'absence d'accompagnement. Donc aujourd'hui, vous avez vu toutes les structures d'accompagnement mises en place pour accompagner ces acteurs économiques à pouvoir faire face
au monde financier. Et ces femmes dont parlait tout à l'heure Gassama, des groupements de ces femmes sont aujourd'hui en train d'être accompagnés par le FONGIP, par des séances de formation, par une élaboration de leurs demandes. Simplement, beaucoup de femmes ne savent même pas comment faire une demande de financement. Il faut les accompagner à faire une demande de financement, à ouvrir leur compte bancaire, à gérer le financement. Après le financement, le post-financement, il faut les accompagner à structurer leur projet. C'est un processus. 1 an ou 2 ans ne permet pas de satisfaire toutes les demandes. Oui. Mais nous sommes dans ce processus. Ibrahim Gassama, on a parlé de la défiscalisation pour permettre au tourisme d'être relancé. Mais le constat sur le terrain, ici en tout cas à Ziguinchor, c'est qu'on sent pas un grand rush vers les hôtels. On ne voit pas de nouvelles constructions, on ne voit pas des gens venir investir. Pourquoi? Voilà, je voudrais, si vous permettez, rassurer M. K, ce n'est pas un pessimisme, hein, c'est un constat que j'ai fait sur le terrain et c'est la traduction un peu des difficultés qui nous sont rapportées au quotidien à travers les informations que nous collectons sur le terrain. Je reconnais qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits depuis Diouf, Wade et aujourd'hui Macky Sall. Mais ce que j'ai dit et que je vais répéter, ça n'a pas sorti les populations de leurs difficultés majeures. Il y a un problème de cadence. Il y a un problème de cadence ou en tout cas de moyens encore à mettre suffisamment pour qu'on sente que quelque chose est en train justement de bouger, pour qu'on sente que réellement l'État a pris le taureau par les cornes. Mais sinon, les populations entendent, voient, mais dans la réalité vivent toujours ces dans le secteur touristique, est-ce que les choses bougent? Dans le secteur touristique, en tout cas cette année, la plupart des hôtels au Cap Skirring sont fermés. Peut-être qu'il y a beaucoup d'effets combinés avec la fièvre Ebola qui n'a épargné personne à travers le monde, même si on n'a pas connu de cas, en tout cas ici chez nous. Mais la plupart des hôtels du Cap Skirring, qui était quand même la zone la plus touristique du pays, voire de la sous-région, beaucoup d'hôtels sont fermés et beaucoup de pères de famille, en tout cas, s'en sortaient très difficilement. Ici, à Ziguinchor également, vous avez fait le tour certainement de certains hôtels. Peut-être ce qui sauve ces opérateurs et acteurs touristiques ici et propriétaires d'hôtels, c'est le centre urbain. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'activités qui se tiennent à Ziguinchor, les séminaires, les ateliers. C'est ce qui fait vivre un peu les hôtels. Mais les touristes, c'est au compte-gouttes parce qu'il y a beaucoup de difficultés liées d'abord au fait que il y a ces hôtels qui sont fermés, mais comme on l'a rappelé tantôt, le climat n'est pas encore ce qui devait être parce que les surfaces ne sont pas déminées. Si les touristes viennent, où est-ce qu'on va les amener? Ils seront confinés peut-être dans le seul territoire communal du Cap Skirring ou ici à Ziguinchor. Or, il y a quand même beaucoup d'autres activités touristiques normalement, comme même dans la zone rurale également. La plupart des campements ne vivent pas parce qu'il n'y a pas de tourisme, parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc je pense qu'aussi il y a cet aspect qu'il faut prendre en compte à côté maintenant des autres mesures qu'on annonce pour réellement relancer. Mais comme l'a dit M. Robert Sagna, la contrainte majeure, c'est la paix, qui fait qu'aujourd'hui certains investisseurs qui voudraient peut-être venir investir en Casamance ne se sentent pas très sécurisés parce qu'il y a une accalmie, de temps en temps des escarmouches. C'est un problème. Je suis d'accord avec lui parce que, et ça je réponds à ceux qui pensent que les réponses économiques ou le développement peuvent être une solution à la paix, même si on reconnaît que c'est l'autre nom de la paix. Mais je pense qu'il faut d'abord régler ce problème. Il faut d'abord qu'il y ait une paix véritable parce que, comme le disait quelqu'un, quand l'insécurité passe par la porte, l'investissement saute par la fenêtre. Et je ne vois pas quelqu'un qui viendrait investir dans un climat d'insécurité. Donc il y a une accalmie, mais cette accalmie n'est pas synonyme de paix définitive. Je pense que c'est d'abord l'émanation de la volonté des deux parties qui ont constaté que peut-être après 30 ans, les lignes n'ont pas bougé par rapport au conflit, par rapport aux affrontements, qu'il y a une forte aspiration des populations casamançaises à la paix qui ne réclament que cela tous les jours, mais que toutes les guerres, tôt ou tard, finissent autour de la table. Et l'État et le MFDC ont pris l'engagement, en tout cas, de favoriser le dialogue, d'aller à la table et de discuter. Peut-être que maintenant,
comment aller à cette table. Il y a de petits blocages parce que ce n'est pas tous les MFDC unis qui discutent aujourd'hui avec l'État. Il n'y a que Salif Sadio sous l'égide de la communauté Santé Gidio. Mais les autres factions du MFDC attendent également et posent comme préalable justement des négociations inter ou intra-MFDC pour réunifier d'abord leur mouvement, choisir un interlocuteur et après aller unis à la table des négociations. Les blocages se situent là, mais cette accalmie a été d'abord voulue par les acteurs. Et mieux, Salif Sadio qui est allé même jusqu'à décréter un cessez-le-feu unilatéral. Et on se réjouit parce qu'on n'a jamais connu quand même une telle situation depuis que ce conflit a démarré. Maintenant, il ne faudrait pas que ça nous fasse dormir sur nos lauriers et croire que voilà, c'est fini, on peut se réjouir de cette situation. Au contraire, elle est propice aujourd'hui à hâter le pas, à vraiment prendre le taureau par les cornes et aller réellement à la table des négociations, parce que ce n'est qu'autour de cette table-là que les vraies questions seront discutées et peut-être que les vraies solutions seront trouvées pour cette Monsieur Robert Sagna, c'est la question fondamentale aujourd'hui. Chacun constate à travers tout le pays qu'il y a une accalmie en Casamance, que Salif Sadio lui-même a décrété un cessez-le-feu unilatéral, mais que quelque part, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Parce que c'est une question nationale, la question casamançaise. Les gens ne peuvent pas la confiner seulement en Casamance. Parce que celui qui est à Bakel, à Tambacounda, dans d'autres localités, doivent se sentir concernés par la question. Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui bougent de façon concrète pour que la paix revienne définitivement et que l'unité des MFDC soit refaite pour qu'on puisse avancer? Oui, je reviens d'abord sur la question du tourisme. C'est un paradoxe de constater que c'est un des secteurs où les mesures les plus efficaces, les plus encourageantes ont été prises. M. Kall l'a rappelé tout à l'heure, tout ce qui concerne la fiscalité et tant d'autres. Et paradoxalement, c'est là où ces mesures auront le plus de mal à être mises en œuvre. Pourquoi? Mais parce qu'il y a d'abord une crise générale du tourisme chez nous. Dans le cas particulier de la Casamance, comme l'a rappelé tout à l'heure Ibrahima, c'est qu'on n'a jamais connu une baisse de tourisme comme cette année. Pour la raison suivante, c'est que les réceptifs sont fermés. Si on veut appliquer les mesures incitatives aujourd'hui en matière de tourisme, les problèmes réglés notamment en ce qui concerne le transport aérien, au Cap Skirring aujourd'hui, vous n'avez aucun réceptif capable de vous accueillir plus de 100 personnes. Pourquoi? Mais parce que les réceptifs, les principaux qu'il y avait, ils sont 4, sont tous fermés. Mais il ne faut pas mettre en place un fonds de relance de la reprise des activités dans ces réceptifs-là avant de défiscaliser. Il faut qu'ils aient des fonds pour faire avancer les choses. Mais je le regrette d'autant plus que c'est une crise globale, mais dans le cas particulier du Cap Skirring, précisément aujourd'hui, s'il y a un avionneur qui a envie d'amener des touristes en Casamance, un avion Airbus, c'est au moins 120, 130 personnes. Il n'a pas où les mettre. Parce que les principaux réceptifs capables d'accueillir au moins 120, 130 personnes sont tous fermés. Il faut les réhabiliter et mettre en place un fonds de l'argent liquide. Je suis d'accord. C'est pourquoi je dis, ce paradoxe, c'est qu'on ne peut pas, dans l'immédiat, aujourd'hui, mettre en application toutes ces bonnes mesures, parce qu'il y a ce handicap majeur, il faut d'abord réhabiliter. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut les moyens. Il faut les moyens. Il faut réhabiliter Royal Cap, Cabres-Monsor. Il faut réhabiliter Savannah, qui est fermé aussi. Mais c'est de l'argent qu'il faut investir. Entièrement, c'est des investissements très lourds. Je sais que l'État vient de mettre en place 5 milliards, mais c'est 10 fois 5 milliards qu'il faut pour mettre ces infrastructures en route. Pour dire, les mesures au niveau État sont prises, mais leur effectivité, c'est là où je te rejoins, leur effectivité ne peut pas se faire sentir dans l'immédiat parce qu'il y a ces handicaps majeurs. Personne ne viendra effectivement investir s'il n'a pas la possibilité aujourd'hui de s'assurer qu'il va retrouver son fonds d'investissement. De gagner de l'argent. Voilà. Et c'est là que je reviens à ce problème de paix dont il vient de parler. Mais écoutez, M. Diop, est-ce que c'est un délit pour quelqu'un de dire qu'il veut l'indépendance de la Casamance? Est-ce que c'est un délit? Nous avons des tas de contrées dans le monde où les gens réclament leur autonomie, leur indépendance. Mais ça,
c'est une revendication politique. C'est une question qu'il faut poser sur la table. Absolument, c'est une revendication politique. On ne peut pas dire que c'est un délit. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Si vous prenez ces pays qui réclament leur indépendance ou leurs régions qui veulent leur indépendance, c'est dans la paix. Ce qu'on dit au MFDC, vous ne pouvez pas imposer à la Casamance cette indépendance par la force, en prenant des armes pour contraindre les gens à l'indépendance. Et on dit au gouvernement, vous ne pouvez pas empêcher à des personnes de vouloir une indépendance de leur région ou d'une partie de leur région. Ça, c'est une revendication politique. Ça n'a rien à voir avec la paix. Lorsque le Québec réclame son indépendance, lorsque l'Écosse réclame son indépendance, ou comment s'appelle l'État de l'Espagne, la Catalogne, etc. La Catalogne réclame son indépendance. Mais il le réclame dans la paix. Ce n'est pas en prenant des armes. Et c'est pour ça on dit on ne peut pas poser comme condition de négociation renoncer d'abord à l'indépendance avant de venir sur une table de négociation. Mais avant d'aller aux négociations, il faudrait refaire l'unité. Peut-être ceux qui sont dans la bourse, qui combattent. Non, au niveau d'abord État. L'État ne peut pas dire renoncer d'abord à l'indépendance avant de venir négocier. Ce n'est pas une exigence. Dès l'instant que la négociation est possible, négocions la paix. Que les armes se taisent, que les gens peuvent convaincre toute la Casamance d'aller en indépendance. C'est leur problème. Nous voulons la paix. C'est ça qu'il faut négocier. L'entrave majeure, comme ils disent, c'est la division du mouvement. Le MFDC est divisé. Et je suis d'accord, comme il dit, il faut d'abord que les différentes factions du MFDC se retrouvent pour parler d'une seule voix sur la table de négociation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership au MFDC où Salif Sadio se compte comme étant Salif Sadio à son camp. Il y a le camp de César Abdoul-Bachar et peut-être d'autres factions. 4 au moins. Il faut donc, comme il dit, et c'est ça notre objectif, c'est sur ça que nous nous battons, aider le MFDC à se retrouver pour parler d'une seule voix, de manière à ce que on puisse engager des négociations autour d'une table avec les autorités sénégalaises. C'est ça le problème. Mais nous ne croyons pas, et comme il le dit au niveau du GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, à des négociations séparées, maquis par maquis. Nous n'y croyons pas. Parce que les décisions prises par un seul maquis n'engagent pas les autres. Et donc, il faut aider, c'est ce que nous faisons, aider le MFDC à se retrouver pour parler d'une seule voix. Et ça, pour répondre à votre question, ça bouge, ça avance. Comment Ça avance parce que sur les 4 maquis principaux, 3 au moins ont accepté d'aller ensemble vers cette réconciliation, sont d'accord pour aller aux assises inter-MFDC. Le problème, c'est entre Salif Sadio et César. Pour l'instant, Salif n'a pas rallié encore les 3 autres pour aller aux assises inter-MFDC. Qu'est-ce qui bloque? Mais parce qu'il a ses convictions, il ne veut pas se réconcilier encore avec les autres. Il y a tout un passé, j'aurais du mal à évoquer l'entièreté de ce conflit, mais il a encore, par rapport aux autres, un certain nombre de reproches à faire, parce qu'il estime par exemple que ceux-là ne sont pas véritablement des combattants pour l'indépendance de la Casamance. Et je crois que ça c'est un frein. Mais on ne se décourage pas de voir un jour tout ce monde se rallier pour aller justement à leurs assises afin d'avoir au moins un seul commandement, d'avoir au moins un chef, un secrétaire général et de mettre en place une équipe capable de se mettre en face du gouvernement pour discuter. C'est lent, mais c'est pour vous rassurer que les choses bougent. On est déjà très avancé dès l'instant où ils acceptent d'abord d'aller aux négociations, tel que l'a proposé le président Macky Sall. La main tendue est acceptée par tout le monde. C'est les modalités pour y aller. Ils disent, nous voulons d'abord nous réunir dans des assises pour parler d'une seule voix, désigner un seul chef, un seul secrétaire général, un seul chef du maquis et une seule délégation pour aller discuter avec vous. Mais en tout cas, le problème fondamental qui se pose aujourd'hui, c'est que les populations, elles réclament la paix. Elles en ont besoin de cette paix-là pour avancer. Les divisions au sein des MFDC aujourd'hui font qu'il y a des problèmes pour aller vers cette paix-là. Et que là, quelque part, la paix tarde à venir par rapport à ces négociations qui n'ont pas encore démarré de façon effective. Le temps passe, la misère s'installe.
J'aimerais tout d'abord revenir un peu sur la question centrale du tourisme. Parce que, les deux intervenants précédents ont beaucoup insisté sur le fait que la situation actuelle du tourisme en Casamance était particulière à M. Casamance a une situation de guerre. Lui-même, il reconnaît, et M. Sassagna a reconnu que jamais on a eu de telles avancées en Casamance dans le processus. Jamais. J'utilise ces mots. C'est la première fois que Salif Sadio déclare unilatéralement un cessez-le-feu. C'est la première fois. Il y a des avancées majeures en termes de paix. Mais comment accompagner cette volonté? C'est des avancées davantage. Il y a des avancées majeures. Donc, il n'y a pas de lien direct entre la situation actuelle en paix et le tourisme. C'est une crise globale du tourisme au Sénégal. Et le gouvernement a déjà commencé à prendre des mesures concrètes. Je rassure un peu M. Robert Sagna que le fonds, l'argent qui doit être mis injecté pour relancer les hôtels, l'argent n'est pas encore là. Fiscaliser, oui, mais les hôtels sont dans une situation qu'il faut les relancer. Est-ce qu'il y a de l'argent disponible pour le faire? Il y avait une crise du tourisme, donc les hôtels n'ont pas pu, en tout cas, supporter les investissements, les réhabilitations nécessaires pour être compétitifs en termes d'offres. Donc il faut les réhabiliter et les mettre à niveau. Le bureau de mise à niveau a un important programme de 1,2 milliard au Cap Skirring concernant 2 hôtels majeurs dont monsieur 1 milliard, c'est pile par rapport à tout ce qu'on demande. J'en viens. Le fonds de garantie des investissements prioritaires est en train d'accompagner un des hôtels pour le réhabiliter. Le gouvernement vient de mettre en place un fonds touristique dont la dotation initiale, je rassure monsieur le Robert, dotation initiale est de 5 milliards. C'est la dotation 2015. Ce fonds, c'est un fonds permanent qui va continuer à être renforcé pour accompagner justement la réhabilitation des hôtels en Casamance. Des mesures incitatives fiscales ont été déjà prises pour attirer les investissements privés. Donc, je pense que si ces mesures sont réalisées, et j'ai bon espoir, puisque nous-mêmes, on est au cœur d'une réhabilitation d'un hôtel, l'offre va être améliorée. Et si l'offre est améliorée, comme la situation actuelle est la meilleure situation, nous avons confiance que la relance du tourisme en Casamance va revenir. La relance économique et les activités, en tout cas les employés vont en tout cas retrouver leur emploi. Donc ça, c'est un élément important. Mais cela démontre que en tout cas, je ne suis pas d'accord du tout avec cette option et cette philosophie de dire on ne peut pas réaliser le développement de la Casamance sans la paix. Je pense que les 2 actions doivent être réalisées concomitamment. Et c'est exactement cela que le gouvernement est en train de mettre en œuvre par des actions, par des interventions, par des groupes, en tout cas des facilitateurs et des contacts directs avec les différentes factions. Mais je voudrais également rassurer un peu. Cette unité n'est pas une condition d'aller vers la paix. Monsieur Robert Sagna, qui est un Diola comme moi, c'est que chez nous, l'autorité est quelque chose, c'est culturel. Et donc, des fois, c'est plutôt culturel. Donc, pas forcément une unité des différentes factions, mais une convergence vers la paix. Et c'est cela qu'il faut chercher. Donc, à mon avis, il faut avoir confiance, puisque aujourd'hui, la paix, en tout cas, il n'y a pas d'infraction, en tout cas, et d'attaque militaire, en tout cas, par la force. Et donc, c'est une situation qu'il faut saluer et saluer la responsabilité également des membres du MFDC pour, en tout cas, leur comportement
nous rassure et rassure le gouvernement pour continuer dans ce processus, en tout cas de paix et de développement en Casamance. Oui. Ibrahim Gassama, il y a la paix, hein, il y a l'appel de Salif Sadio en cessez-le-feu unilatéral. On sent que sur le terrain, il y a une certaine accalmie. Mais beaucoup redoutent que cette accalmie soit une fausse accalmie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise en charge de cette question de l'accalmie pour en profiter, pour justement aller rapidement aux tables de négociation avec toutes les factions qui se battent, ou bien qui se battent entre elles, ou bien des rivalités entre elles, avec l'autorité gouvernementale qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour saisir cette opportunité? C'est d'abord d'être sincère dans l'engagement et dans l'action et d'avoir une feuille de route et que les objectifs soient un. Parce qu'aujourd'hui, si cette situation d'accalmie est saluée, je l'ai dit, elle n'est pas synonyme de paix. On parle souvent de division du MFDC, mais moi je pense que ça, ce n'est qu'une partie. Hein. Le principal blocage, c'est que c'est cette dispersion un peu des forces. Autant on parle de division dans le MFDC, mais même ceux chargés de jouer le rôle de facilitateur ou d'émissaire de l'État ne sont pas unis. Chacun a sa feuille de route, chacun voit ses combattants, et il y a à côté également les organisations de la société civile où la synergie souvent agitée n'est pas une réalité. Donc il faut qu'on s'arrête un peu. Et en fait, on est dans une sorte d'économie de guerre. Voilà, il y a des intérêts qui sont en bas, qui disparaissent à des rivalités, des lobbies entre peut-être chacun voulant peut-être revendiquer la paternité d'une paix future ou bien de cette accalmie. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de cela aujourd'hui. Est-ce qu'on a géré sur les intérêts divergents dans cette situation de l'économie de guerre? On n'a pas géré. Chacun agit séparément, et aujourd'hui c'est cela qui est à l'origine de ce blocage. Et pour vous dire vrai, ça ne bouge pas. Aujourd'hui, certains, pour ne pas dire tous ces facilitateurs, n'ont pas accès à certains maquis qui leur ont fermé leurs portes. Maintenant, qui accède aux maquis pour justement faire avancer les choses? C'est le statu quo à ce niveau. Et c'est pour cela, depuis quelque temps, ça ne semble pas bouger, même si quelque part on donne l'impression que ça avance, mais pour vous dire vrai, ça ne bouge pas, parce qu'il y a cette situation de blocage qu'il faut maintenant sérieusement prendre en compte et voir les voies et moyens pour sortir de cette situation d'impasse. Mais pour cela, il faudrait que tous ces acteurs qui œuvrent pour justement faire bouger les choses soient d'abord conscients de ce fait que c'est uni et avec un objectif, un seul, celui de faire avancer le dossier, qu'on pourra avancer. Mais à l'état actuel des choses, on assiste à un statu quo qui ne dit pas son nom. L'accalmie est là, mais on ne semble pas en profiter. Maintenant, l'usure du temps, il faut compter avec. Jusqu'à quand le MFDC va attendre qu'on se décide si oui ou non on veut réellement aider à aller à la paix? Donc ça pourrait déboucher sur des choses, sur des hostilités, parce qu'il ne faut pas les écarter. Ceux qui sont armés aujourd'hui sont là où ils étaient, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas rangé leurs armes. Il y a une accalmie, c'était pour donner une chance aux négociations, aux discussions, mais si on reste à croire que voilà, cette accalmie est synonyme de paix, on se retrouvera surpris par une situation. Maintenant, je suis d'accord avec vous, M. K. Je pense qu'on parle le même langage. Hein. Moi, j'ai dit que la paix et le développement peuvent aller ensemble, mais que c'est la paix qui doit tirer tout cela. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas cette stabilité souhaitée, s'il n'y a pas ces conditions d'une paix durable en Casamance, aucun investissement digne de son nom ne pourrait s'entreprendre. La preuve, vous avez été au courant ici des 130 km de pistes rurales qui devaient être réhabilitées dans le cadre du projet Shelter for Life, qui est financé par le département de l'agriculture américain. Mais sur ces 130 km de pistes, il n'y a que 3 ou 4 qui ont été autorisés par les MFDC. Le déminage humanitaire aujourd'hui, il est bloqué, alors qu'il y a d'énormes potentialités à tirer des vergers, des plantations, mais les mines sont encore là où elles sont, et il reste à ce jour, selon les chiffres dont je dispose, 1 100 000 mètres carrés de surface à dépolluer, à déminer en Casamance. Mais le MFDC s'oppose à ce déminage humanitaire, s'oppose également à la réhabilitation de certaines pistes
qui, selon certains responsables du MFDC, seraient trop proches ou passeraient devant leur cantonnement. Donc moi, je dis que c'est des questions qu'il faut d'abord discuter, trouver une solution. C'est pour cela que je dis qu'il faut que la paix, il faut qu'on en discute. Parce que c'est celle-là qui va tirer justement toutes les autres actions qui pourraient nous conduire à un investissement ou bien à des investissements en Casamance. Monsieur Robert Sagna, par quelle clé ouvrir la porte de la paix définitivement en Casamance? Oui, je pense qu'il faut relativiser. Les gens mettent souvent l'accent sur des divisions parmi les facilitateurs, les intervenants et tout ça. Il ne faut pas exagérer, franchement. Je crois que le président Macky Sall est ouvert à toutes les solutions, à toutes les propositions de solutions pour amener la paix en Casamance. Il y a beaucoup de bonnes volontés qui se sont manifestées à son égard pour faciliter, aider. Il laisse faire, mais il n'y a véritablement pas de guéguerre comme on tend à vouloir le dire, non, pas du tout. Et aujourd'hui, il a une équipe à côté de lui, dirigée par un amiral qui s'appelle l'amiral Sarr, qui coordonne pour le compte du ministère, pour le compte du président de la République, le processus de paix. Il faut peut-être déplorer le fait que la communication... C'est ça le problème. Voilà. Donc, l'information n'est pas toujours donnée. Voilà. Mais parce que c'est un sujet délicat où vous-même, communicateur, vous avez des difficultés à dire ce qu'il ne faut pas dire et à dire l'essentiel sans trop dire ce qu'il ne faut pas. Mais est-ce que la bonne information est donnée aussi? Oui, c'est là que je dis, c'est dommage, la communication manque, il faut. Mais l'amiral Sarr est en train aujourd'hui d'animer cette communication. Il a convoqué plusieurs réunions en son sein pour passer le relais, pour passer l'information, et il continuera de le faire au niveau des différents acteurs, parce qu'il est un peu chargé de coordonner aussi, pour le compte du président de la République, l'ensemble des intervenants. Et il a pris des initiatives récentes dans ce sens-là, pour une meilleure coordination de tous les intervenants. Mais il n'y a pas d'antagonisme négatif, ce dont vous parlez tout à l'heure, ça n'existe pas. Mais est-ce que vous sentez que la question de la Casamance est prise dans sa dimension nationale? Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégalais qui est à Bakel, qui est à Tambacounda, qui est à Matam, entend pas de la crise casamançaise, pour lui c'est quelque chose qui se passe d'assez loin? Est-ce qu'il est impliqué dans ça? Est-ce que les populations sont impliquées? Est-ce que les gens sont partis voir ces gens-là pour demander quelles sont vos propositions pour que la paix revienne au Sénégal et en Casamance? Pour la Casamance, c'est une chose faite. Le GRPC a parcouru toute la Casamance, rassemblé les populations. Et les autres régions du pays? Nathan, je parle de la Casamance. Là, il n'y a aucun problème par rapport à l'information sur la situation. Nous le faisons. Gassama était là. Ce que vous dites est vrai. Le reste du Sénégal, les populations en général ne savent pas ce qui se passe. Et ce que vous dites, peut-être la communication manque. Mais c'est un problème difficile et délicat. On ne peut pas communiquer sur tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut communiquer et qu'est-ce qu'il ne faut pas communiquer? C'est tout l'art que vous, communicateurs, vous devez animer. Et la délicatesse du problème fait que nous sommes parfois réticents à donner des détails. Mais il faut dire, le processus n'est pas aussi bloqué qu'on le dit. Les difficultés sont parfois internes au MFDC lui-même. On a évoqué tout à l'heure la division. Mais même dans un même camp MFDC, il y a des problèmes qui se posent. Ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. La population s'est impliquée ici, quand je prends le département de Oussouye. 21 villages se sont impliqués dans le processus par les femmes. Elles se sont réunies 3 nuits en brousse, dans la forêt, pour justement militer, prier pour la paix. Et des recommandations ont été faites par elles à l'endroit des combattants pour ne plus verser du sang. Oui. Mais justement, dernière question. Ça, c'est important, l'implication de la population. Dernière question avant la fin de notre débat. Beaucoup estiment aujourd'hui qu'en allant dans le maquis en combattant, il y a eu des serments qu'ont eu offert les combattants. Et ce sont des femmes qui ont fait ces serments. Qu'aujourd'hui, qu'il faudrait aussi passer par cette voie-là pour que certains puissent quitter le maquis et revenir dans la vie civile. Est-ce que cette question de dimension culturelle et mystique est prise en charge? Absolument. En tout cas, dans le département de Oussouye, elle a été bien prise en charge.
Et c'est ce que j'expliquais, qu'au mois de juillet de l'année dernière, 21 villages se sont réunis pendant 3 jours en brousse pour prendre en charge justement ce que vous appelez serment, engagement, etc. Parce qu'elles se sont effectivement impliquées dans la guerre. Et aujourd'hui, elles se sont impliquées dans la recherche de la paix. Ça, c'est important. Et ce message est important parce que, comme l'a dit Kat tout à l'heure, l'aspect culturel est à prendre en compte dans la gestion de ce dossier-là. Il y a des spécificités culturelles dont il faut prendre les éléments en compte. Parce que ça joue dans l'engagement, dans les dispositions à prendre. Et aussi, les maquisards ne sont pas isolés comme on le croit. Ils sont en parfaite liaison avec leur village. Ils n'ont pas renoncé à leurs coutumes, à leurs traditions. Tout ça fait partie de ce qu'il faut, à mon avis, intégrer dans la recherche de ce processus de paix. Aujourd'hui, réjouissons-nous qu'il y ait cette accalmie. Mais comme l'a dit Gassama, l'accalmie, et moi je l'ai répété quelque part, l'accalmie, ça ne veut pas dire la fin de la guerre. Il faut profiter de cette accalmie, je suis d'accord avec lui, pour pousser le processus. Mais ça ne va certainement pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Mais je pense que les choses, quand même, avancent. Et du côté du gouvernement, beaucoup de choses sont en cours. Et je dis encore une fois, un animateur pour le président qui s'appelle l'amiral Sarr, avec son équipe, font un excellent travail. Et aujourd'hui, ils mettent un accent tout particulier vers ce déficit de communication dont vous faites état. Voilà, oui. Sur la question, est-ce que l'autre partie du Sénégal est informée? Impliqué très rapidement. Oui, il y a les femmes du comité régional que dirige Mme Seynabou Mal Cissé ou Soforal, à travers la plateforme qui a mené des actions dans plusieurs régions, Louga, Kédougou, pour justement Matam, le Fouta, pour impliquer les autres femmes et justement leur permettre également de rejoindre le grand mouvement pour la paix en Casamance. Il y a eu lieu à Dakar récemment, il y a 1 an, que la plateforme des femmes a organisé, rassemblant toutes les femmes du pays pour précisément donner une information. Oui, et merci infiniment. Le temps que nous y imparti est terminé. Merci à M. Robert Sagna, leader de RSD, Rassemblement pour le social et la démocratie Takaou Ligue Sénégal, et aussi président du groupe de recherche pour la paix en Casamance, à M. Doudouka, directeur général du fonds GIP, le fonds de garantie pour les investissements prioritaires, à Ibrahim Gassama, journaliste et directeur de ZIG FM ici à Ziguinchor. Merci à toute l'équipe technique de la TFM qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à tous les téléspectateurs qui suivent la TFM. Nous prions nous tous pour que la paix définitive revienne en Casamance, parce que la Casamance, c'est un bon endroit. Il fait bon vivre. Merci, au revoir.